Bonjour à tous, bienvenue dans Security Book pour faire le tour de l'actu littéraire de la sécurité. Aujourd'hui, on va parler de leadership, de gestion managériale, de gestion de crise, en faisant un parallèle avec la haute montagne, car la haute montagne, ça vous gagne. Blaise Agresti, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous venez pour votre livre Guider en premier de cordée, s'inspirer de la haute montagne pour construire un leadership résilient et durable. C'est aux éditions Mardaga. Alors, vous présente quand même guide de haute montagne. Vous avez dirigé entre autres le peloton de gendarmerie de haute montagne et le Centre national d'instruction de ski et d'alpinisme qui forme les secouristes de montagne. Vous avez dirigé des équipes sur de nombreuses catastrophes lors de coopérations, entre autres en Inde, en Chine, au Népal. Et vous avez créé Mountain Paths, une agence de conseil spécialisée dans l'apprentissage par le réel. C'était en 2017. Vous accompagnez, entre autres, des dirigeants, des managers et des étudiants. Voilà. Donc, on est ravis de vous recevoir. Déjà, comment vous avez venu cette idée d'écrire ce livre qui fait un pont, on peut le dire, entre les techniques utilisées en haute montagne et puis celles de l'entreprise? Alors j'avais déjà écrit 2 livres sur l'histoire du secours en montagne et je m'étais arrêté à l'univers de la montagne. D'accord. Et en fait, comme j'ai pris une direction commerciale il y a quelques années dans une entreprise française qui s'appelle Petzl, qui fait du matériel de sécurité d'ailleurs, hein, j'ai vu qu'il y avait plein de parallèles. Et je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas l'écrire? Parce qu'entre les faire vivre sur le terrain à travers des séminaires ou des accompagnements, et puis poser les idées dans un livre, ça me semblait intéressant. Donc j'ai travaillé sur ces parallèles en les écrivant, parce que quand on écrit, c'est une manière aussi de clarifier sa pensée. Et c'est complémentaire avec les sessions. Et oui, et puis euh, ça ancre aussi ouais. une forme de doctrine. En fait, si vous regardez ce que font les armées depuis des millénaires, à un moment donné, on écrit, on essaie de construire une pensée, ce qu'on appelle la doctrine. Ouais, ouais. Donc c'était un peu cette philosophie-là. Alors, vous dites que face aux nouveaux enjeux que sont le réchauffement climatique, les risques sanitaires, la pression démographique, l'instabilité géopolitique, on en parle beaucoup en ce moment, et économique, il faut une nouvelle forme de leadership résiliente et durable, respectueuse de la nature, bienveillante, engagée et prudente. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, en fait, si on regarde l'aspect systémique des risques, Ouais. on n'y arrivera jamais. Parce qu'en fait, il y a une telle complexité. Donc ce qui va se jouer, c'est la capacité des organisations à faire émerger des dirigeants à tous les niveaux, hein, pas que le top management, mais jusqu'au au plus bas niveau, si on utilise ce mot bas qui veut un peu rien dire, à tous les niveaux des organisations, avec des gens qui ont une conscience des risques, mais qui ont une capacité à les prendre. Il va falloir aujourd'hui qu'on s'engage dans des chemins qui sont pas ceux des années précédentes. Et donc pour ça, il faut faire émerger ce que j'appelle des nouveaux premiers de cordée, des gens qui ont à la fois une conscience des risques, mais une capacité à cheminer sur le glacier, à travers les Mhm. crevasses, et puis à trouver des solutions pratiques. Parce qu'on ne va pas que se faire peur. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, Où on a peur de tout. on a peur de tout, et en plus, si on regarde juste la pression médiatique qu'on voit post-Covid, est très forte là dans cette rentrée, quand on regarde juste le bruit médiatique depuis septembre, hein, on parle de l'invasion en Ukraine Oui, évidemment, oui, oui. mais pas que, on parle d'inflation, on parle de récession, on parle de crash des économies occidentales potentiellement. Comment gérer ça? Donc c'est comme un guide de haute montagne qui rentre dans le brouillard. Je ne sais pas bien où je vais, mais par contre je sais que si moi j'ai des points d'appui au fond de moi-même, une Ouais. capacité à aligner mes intentions avec mes actes et à cheminer, peut-être que je vais pouvoir cheminer, y compris quand je ne Et vois pas bien loin. c'est encore plus le cas pour nos amis de la sécurité privée, publique et civile qui nous regardent, entre autres les directeurs sécurité des grandes entreprises, mais on en reparlera tout à l'heure. 5 parties sont développées dans votre livre qui font donc un parallèle entre haute montagne et management efficient. Je les cite. Pourquoi partir en quête d'un sommet? Quelle stratégie adopter pour le gravir? Quelles sont les qualités d'un premier de cordée, un leader? Face à l'incertitude et la crise, quels sont les leviers à mobiliser pour s'adapter? Et quels sont les essentiels d'un leadership durable. Alors, sur ces 5 parties, on n'aura pas le temps de toutes les développer, mais j'aimerais m'attarder sur les 2 dernières. Je vous le disais, sur Anous Sécurité, on parle aux acteurs de la sécurité privée et publique, dont les directeurs sécurité, sûreté des grandes entreprises françaises ou étrangères. Et eux sont souvent confrontés avec leurs équipes à des crises touchant leurs entreprises. Ça peut être aussi une cybercrise, une cyberattaque. Bien sûr. Quel levier utiliser pour nos amis qui nous regardent? Alors, je pense qu'il y a deux enjeux. La première, c'est effectivement d'être en capacité non plus de faire des mappings des risques, parce que si on fait juste une cartographie des risques, on est tétanisé, on va être sidéré, on va être... Il y en a trop.
il y en a trop. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir choisir ses risques. Ouais. Donc, dans une organisation, il y a une espèce de courage managérial qui va être de dire aujourd'hui, c'est quoi ma priorisation des risques et on est obligé de le faire. Donc, ça, c'est un effort intellectuel qui est de dire je ne peux pas me contenter de décrire, je dois prendre mon risque. Et en tant que risk manager ou directeur de la sécurité, je dois orienter les organisations sur ce qui est majeur, ce qui est secondaire, parce qu'on n'est pas capable de tout traiter. Faire des groupes, en fait, quelque part. Il va falloir faire des groupes de priorisation d'action parce qu'il y a des choses qui sont essentielles, d'autres qui sont secondaires. Celles qui sont essentielles, c'est celles qui touchent à notre survie collective. Et une organisation aujourd'hui, quelle qu'elle soit, ne peut pas se contenter de régler ses propres problèmes à elle. Elle doit aussi inscrire son action dans la prise en compte des problèmes plus systémiques. Oui. On ne peut pas se contenter de dire je fais du business en Russie et ça suffit. Bien sûr. Donc voilà, il faut comprendre qu'il y a des interactions qui sont relativement lourdes. Ça, moi, je pense que ça, c'est un sujet sur lequel on doit beaucoup travailler. Et ensuite, il faut travailler sur la fabrique de l'erreur. On est des fabricants d'erreurs. Les humains, tout ce que... Voilà. Et donc ça veut dire qu'un risk manager, quelqu'un qui est en responsabilité d'une organisation, il doit comprendre ce qui, à l'intérieur de sa propre organisation, fabrique de l'erreur. Ça veut dire qu'il faut aussi accepter qu'on puisse faire des erreurs, quelque part? Alors, moi, je vois en montagne, depuis des années, secours en montagne, gendarmerie, des pilotes, des médecins, des gens hyper qualifiés, on fabrique tout le temps de l'erreur. Donc si dans cet environnement qui est très à risque, on fabrique beaucoup d'erreurs, ça veut dire que nous tous, au quotidien, dans les environnements où on est moins en danger de mort, on va forcément fabriquer de l'erreur. Donc on est des fabricants d'erreurs, tous, individuellement et collectivement. Donc un risk manager, s'il priorise ses risques et qu'il travaille sur la fabrication de l'erreur et qu'il essaie de travailler sur un écosystème qui réduit la fabrication de l'erreur, on va peut-être arriver à cheminer avec plus de sécurité. Alors qu'est-ce qui fabrique de l'erreur? Parce que c'est quand même important de comprendre. Il y a tout ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Donc là, je ne suis pas un neuroscientifique, mais il faut quand même s'y intéresser beaucoup. On parle de biais cognitifs, on parle d'impact du stress, on parle d'impact des croyances, etc. Donc il y a tout un tas de choses à bien comprendre. On doit s'intéresser aux facteurs humains très en profondeur. Et ensuite, il y a une forme d'écologie de la prise de risque. C'est comment on crée un écosystème qui est favorable, notamment dans la prise de décision. Et des petites choses, quand dans un comité de direction, on voit qu'on n'est pas capable de faire émerger un consensus sur la priorisation des risques, Ouais. c'est un vrai problème. Ouais. Parce que si à la tête d'une organisation, vous avez à l'intérieur d'un comité de direction ou un COMEX une divergence de vue sur les risques prioritaires, Oui. En bas de l'organisation, comment ça va se passer? Ouais, d'accord, ça cafouille. Ça va cafouiller Ouais. sérieusement. Donc comment, dans une enceinte qui prend des décisions, qui est à tous les niveaux de l'organisation, on crée une forme d'hygiène de la prise de décision, c'est un mot fort, hein. Comment finalement on distribue la parole dans une prise de décision, comment on fait des décisions, on fait des réunions qui décident, pas des réunions qui reportent. Parce que la maladie des organisations, c'est le reporting. D'accord, ouais. Vous détaillez dans votre livre les essentiels d'un leadership durable. Quels pourraient être les essentiels pour nos directeurs sécurité ou les managers dans la police, la gendarmerie ou la sécurité civile que quelque part vous connaissez bien aussi? Alors, nous, on fait cette formation depuis quelques années. On est quelques experts à accompagner le SGDSN Ouais. avec l'ensemble des cabinets ministériels sur cette question-là, crise. Et en fait, on fait des exercices de crise à la fin de l'ensemble du parcours qui dure une année. Oui. Et on observe, qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand on fait un scénario de crise, 8 fois, avec 8 panels de dirigeants différents, on a 8 réponses différentes. D'accord. C'est pas grave. Ouais. C'est juste pas grave. Ouais. Par contre, il y a des règles à respecter pour qu'à travers cette divergence humaine de la prise de décision, on passe par des essentiels qui sont des points clés. Donc moi, j'allais dire, si je devais m'adresser à des directeurs de la sécurité, je leur dirais un point. Face à la complexité, la seule solution, c'est d'avoir une capacité à faire émerger une intelligence collective qui draine une capacité d'analyse complexe humaine. Mhm. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ça peut prendre beaucoup de temps de faire l'intelligence collective, on peut vraiment, et de l'apprendre à le faire sous contrainte de temps. Comment j'arrive à faire travailler une équipe de direction en lui disant, voilà, j'ai 15-20 minutes pour prendre une décision stratégique essentielle, Oui. mais je dois le faire avec le plus haut niveau de consensus. Et sortir d'un modèle qui est très traditionnel, très hiérarchique, où on va demander à l'organisation, au chef, au colonel, au directeur, etc., d'arbitrer d'une décision qui serait elle-même conflictuelle ou contradictoire parce que le groupe n'a pas été en Il vaut mieux capacité. consulter l'ensemble avant pour essayer de trouver un consensus. Il faut fabriquer du consensus. Plus le niveau d'incertitude augmente, plus on doit faire l'effort sur le consensus. Parce que regardez, si on est. Moi, je prends l'exemple de l'Ukraine. On n'a jamais eu un peuple autant en consensus.
Bien sûr, c'est l'identité nationale, c'est la menace sur la survie du peuple ukrainien. Donc, ils ont un consensus qui s'est fédéré autour de Zelensky. Mais ça s'est fait en quelques jours. C'est vrai. Ça aurait pu exploser en vol. Oui, il y avait un risque que la population ne suive Bah, pas. si le dirigeant, on n'a pas confiance dans le dirigeant, et qu'en plus on pense que l'adversaire est relativement puissant et que On abdique on abdique. et on perd. Donc il y a eu une espèce d'alchimie qui est hyper intéressante à Ouais, comprendre, ouais, qui fait que d'un coup, on a un peuple qui est dans un espèce de consensus collectif puissant ouais, pour s'opposer. ouais, Donc c'est un super exemple. ouais. Si demain une entreprise est face à une complexité, une attaque de cyberattaque, et que le corps social se délite, C'est perdu. c'est perdu. Donc moi je pense que c'est un enjeu vital pour les pays, pour les organisations, de faire monter ce niveau de consensus, alors même que tout l'extérieur nous fait tendre à le dégrader. Parce que la peur, parce que les réflexes de repli sur soi, on est des gens qui ont plutôt envie de protéger Ouais, 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 la famille, ouais, sont ouais. quant à Se soi, recentrer, ouais. se recentrer. Ouais. Et donc je trouve que l'exemple de l'Ukraine nous parle très fortement de l'émergence de ce consensus. Le fait de consulter de façon assez large dans son entreprise, quelque part, c'est fédéré autour d'une décision, finalement, puisqu'on va suivre un consensus. Alors, la consultation, elle doit obéir à un certain nombre de règles. On ne demande pas aux gens de donner leur avis. On demande à chacun de dire quel est son risque prioritaire Ok, et comment il peut essayer de le réduire à son niveau. d'accord. Et quand on fabrique ce consensus, en fait, on part au plus près du terrain, Ouais. de la business unit, de la personne qui est sur sa chaîne de production, peu importe en fait le type d'organisation, et chacun donne et son risque principal et sa Mhm. solution. Et par agrégation successive, en fait, on bâtit un scénario optimal. Mais si moi, en tant que dirigeant, je verticalise ma position en disant moi, mon risque principal, en tant que dirigeant, c'est ça. Mais c'est pas le même que celui qui est chef de projet ou Mhm. celui qui est. Donc en fait, il faut réinverser la chaîne de consultation, partir au plus près du terrain, D'accord. remonter, risque, solution pour réduire le risque. Et ça fait presque bâtir un scénario quasiment presque spontanément. Alors, il faut donc avoir conscience des risques. Ça, c'est l'une des 6 qualités managériales du premier de cordée que j'énumère avec vous. L'intelligence relationnelle et émotionnelle, les qualités d'adaptation, la capacité à bâtir la confiance, la capacité à faire grandir, la conscience des risques, justement, et la capacité à développer une vision globale. Elles sont toutes adaptables au monde du travail? Absolument toutes. Enfin, nous, ça fait quand même 5 ans qu'on accompagne des Ouais, codiers, ouais. COMEX, des business schools, etc. En fait, ce modèle, c'est pas moi qui l'ai bâti, hein. Je le cite bien, c'est un chercheur de l'université Wharton en Pennsylvanie qui s'appelle Christopher Maxwell, qui a étudié pendant 30 ans les guides, en disant est-ce que ce métier qui est hyper exposé au risque, Mhm. par nature, parce que la montagne est dangereuse, ne serait pas une espèce d'observatoire des bonnes pratiques. Alors, les guides ont des accidents, donc c'est pas que des gens parfaits. Mais par contre, si on essaie de sortir une figure un peu idéalisée Oui. du bon guide de haute montagne, Ouais. est-ce que ça ne serait pas la figure du bon manager de l'incertitude? Et c'est son livre, Lead Like a Guide, et j'en reprends quelques éléments. C'est un ami, c'est quelqu'un avec qui on a travaillé. Et je trouve que oui, il y a une pertinence dans ces 6 qualités fondamentales, juste pour soi-même se faire un petit 360, quoi. Où est-ce que j'en suis sur ces 6 points? Est-ce que j'ai ma vision globale? Est-ce que j'ai une capacité à faire grandir ma cordée, mes compagnons, mon équipe? Est-ce que j'ai une capacité ce qu'on a évoqué sur les risques, à avoir une perception juste Mhm. des risques, bâtir du consensus, de la confiance, etc., etc. Donc c'est vraiment une bonne, une bonne vision simplifiée des qualités fondamentales d'un bon leader. Lors de vos rencontres avec des PDG, avec des managers, avec des directeurs de sécurité, ça vous arrive aussi? Est-ce qu'ils en ont conscience de cela? Est-ce ils arrivent à se remettre facilement en question par rapport à leur façon de manager, peut-être décalée aujourd'hui? Pour certains. Oui, alors d'abord, je pense que ça progresse énormément. C'est-à-dire que cette vision très centralisée, un peu patriarcale du management, elle est en train de disparaître, vraiment. Mais avec la peur et la crise, elle peut ressurgir. Parce Oui. que si on regarde l'histoire de l'humanité, quand on a eu des grandes crises, on a vu sortir des chefs autoritaires. Parce qu'on a besoin de se rassurer par un chef autoritaire. Donc on va avoir une espèce de combat dans les semaines et mois à venir entre une tentation de l'autoritarisme Oui. ou une capacité à faire durer ces modes managériaux qui sont beaucoup plus en consensus, mais pas un consensus qui se perd dans le no man's land des organisations, mais un consensus bien structuré qui permet par boucle itérative de décider assez rapidement.
Alors justement, vous posez la question dans votre livre de savoir si on a encore le droit de prendre des risques. Et c'est vrai qu'en entreprise, on sent les collaborateurs, les managers très empruntés, hein, de peur de faire une boulette, une erreur, mais aussi à cause finalement de la pression qu'on leur met sur les épaules. Alors, moi, je pense que là, on est dans un moment où plus on va mettre de la pression systémique, des peurs, etc., plus on va avoir peur d'innover, de trouver des solutions disruptives, si on prend ce Oui, mot-là. oui. Donc, c'est terrible parce qu'on va avoir des problèmes très complexes à régler, où il va falloir beaucoup d'innovation, Et on aura et, peur de le faire. et on n'aura pas le faire parce qu'on nous met la pression sur le... Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'encourage les dirigeants au plus haut niveau à prendre ce risque de libérer un peu l'organisation, Ouais. d'accepter ces fameux runs d'innovation qui peuvent aller dans des impasses, hein, pourquoi pas, mais qui vont permettre de trouver des solutions extrêmement intéressantes. Donc c'est une responsabilité qu'on a tous de se libérer de ces peurs. Je pense qu'on a un gros sujet de société. C'est comment, en étant lucide sur les enjeux, on va se libérer de nos peurs, parce on a peur là, en ce moment. Enfin, si vous regardez le niveau d'éco-anxiété, le niveau de démotivation, de désengagement, etc., c'est lié à tout ce flot permanent de messages qu'on reçoit. Et voilà, donc je pense on est sur un sujet extrêmement important. Mais l'entreprise n'impose-t-elle pas plus de contraintes finalement que la haute montagne en fait? Non, parce qu'en fait, là, ce sont des contraintes internes artificielles qu'on se crée Ouais, dans ouais. l'organisation interne. Et puis il y a le marché, puis il y a la concurrence, et puis il y a un positionnement qui se fait de manière... À l'extérieur, nous, on est peu de choses, en fait. Dans l'univers de la haute montagne, les contraintes du milieu sont prédominantes. Alors que dans l'entreprise, on pense qu'on peut se développer au détriment des contraintes du milieu. En tout Ok. cas, c'est ce qui se passe depuis la révolution industrielle. On a toujours pensé qu'on pouvait imposer Oui, notre vision du monde oui, à la nature. oui. Et nous, en montagne, ben, on est peu de choses, hein. On Ouais. chemine sur le glacier. Comme en mer, quoi. Et il faut pas... Montagne, mer, c'est. Ouais, Exactement, on joue pas. Et à un ouais. moment donné, la Je joue pas avec la nature se nature, réimpose à nous. bien sûr. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est dans un moment de l'histoire où tout un chacun, nous tous, nous sommes dans cette idée que la montagne, la mer, la nature est vulnérable et qu'on ne peut plus jouer à développer une entreprise sans prendre en compte cette dimension-là. Donc il y a une espèce de co-responsabilité entre l'homme et la nature qui est en train d'émerger. Et donc il va falloir jouer avec ça. Finalement, pour terminer, quel effet nos bénéfiques vont pouvoir tirer nos directeurs sécurité, par exemple, de cette nouvelle façon de manager? Est-ce qu'ils vont sentir une efficacité tout de suite et sur le long terme? De quoi vont-ils bénéficier grâce à ça? Alors, il y a un point que je peux rajouter en plus Ouais, de tout ce qu'on a évoqué bien autour du sûr, consensus, la perception bien des sûr. risques. Il y a une autre dimension pour moi qui est hyper importante dans le monde dans lequel on rentre, c'est-à-dire l'incertitude, le brouillard. C'est effectivement qu'il faut quitter une pensée processée, c'est qu'on adore les processus, on adore les checklists, et ça marche pas. Parce que ça marche un peu, il faut du plan, il faut du process, il en faut pour structurer l'organisation, mais ce n'est pas une réponse à tout. Et donc, il faut que les organisations apprennent à bâtir ce qu'on appelle les modèles mentaux. Ce sont des petites briques de, qui structurent en fait notre manière d'aborder un sujet. Un débriefing, en fait, on ne le fait pas dans n'importe quel ordre. Une prise de décision, elle se structure d'une certaine manière. Donc ça, ce sont des modèles mentaux. Mhm. La crise est un modèle mental. Une crise, c'est toujours la même chose, hein. Il y a toujours les 6 phases. Des cycles, ouais, ouais, ouais. Et voilà, donc ça veut dire que si on équipe l'ensemble des chaînes hiérarchiques de toutes les organisations de ces modèles mentaux, en fait, à chaque niveau, on va libérer des capacités de réaction extrêmement dynamiques. Et je reviens sur l'Ukraine. Ce qui fait le succès militaire de l'Ukraine, c'est la décentralisation de la décision. On laisse des jeunes patrons de compagnie de l'armée ukrainienne prendre des initiatives Autonome, quelque part. autonomes. Ouais. Donc on libère une espèce d'esprit de guérilla à l'avant. Mais pour ça, il faut quand même qu'il soit structuré de la même manière. On ne peut pas laisser quelqu'un prendre des initiatives sur le terrain s'il ne comprend pas le global. Donc une philosophie partagée. Une philosophie et ces modèles mentaux qui sont des petits outils Ouais. qui permettent de réguler les interactions et qui sont extrêmement puissants. Donc je ne réponds pas totalement à la question qui était de dire qu'est-ce qu'on peut dire à des directeurs de la sécurité aujourd'hui. C'est qu'il faut commencer à penser une organisation flexible. Ce qui était le schéma d'avant de la gestion de crise, etc., on faisait des plans, on équipait, etc., etc. On avait une forme de structuration traditionnelle pour aborder notamment la crise. Ça ne marche pas bien. Il faut penser les organisations beaucoup plus agiles, libérées, dans la profondeur, au plus près du terrain. Parce que si on doit attendre de faire la remontée d'informations vers une cellule de crise pour savoir s'il faut aller à droite ou à gauche avec le camion pompier ou avec l'hélicoptère du secours, etc.,
c'est ingérable. Parce qu'on ne peut pas centraliser à ce niveau de complexité vers une cellule de crise qui a tellement d'informations qu'elle explosera en vol. Donc on l'a bien vu sur le Covid, il y a des pays qui ont choisi des modes de gestion et de régulation très déconcentrés, c'est 10 fois plus efficace. Laissez-vous guider par Blaise Agresti, guidé en premier de cordée, s'inspirer de la haute montagne pour construire un leadership résilient et durable. Je rappelle, c'est aux éditions Mardaga, 19,90 € seulement pour affronter tout ça. C'est rien. Et se balader en montagne. Et prendre un bol d'air frais. Merci beaucoup, Blaise. Merci à vous À pour très bientôt l'invitation. sur Radio Sécurité. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.